Ce premier témoignage sera celui de Sally. Sally nous dit qu'elle était au lycée, qu'elle faisait partie de l'équipe de robotique du lycée. Et donc en faisant partie de ce fameux club de robotique, elle était amenée à voyager assez régulièrement pour effectuer des concours dans le domaine. À l'occasion d'une des compétitions, elle s'est donc rendue dans la ville de Miami. C'était la première fois qu'elle partait en voyage sans sa famille, qu'elle partait dans le cadre d'un voyage scolaire, donc il n'y avait pas son père ou ses frères et sœurs, mais la mère de Sally, qui était plutôt inquiète de laisser sa fille comme ça partir dans une ville qu'elle ne connaissait pas, ça l'a inquiétée, donc elle s'est proposée comme chaperon et donc comme accompagnatrice du groupe de robotique. Le voyage s'est bien passé, le trajet en bus nickel, l'arrivée à l'aéroport sans souci, le vol également, l'atterrissage aucun souci, donc on pourrait se demander mais qu'est-ce qui va se passer? Le groupe arrive à l'hôtel, il s'installe. Et là, il y a un petit couac. La mère de Sally ne se sent pas bien à cause du voyage. Elle a eu un peu le mal de l'air, donc elle a voulu aller à la pharmacie pour acheter quelques médicaments. C'est là que Sally nous donne un conseil hors témoignage. Elle nous dit que si jamais on ne s'est jamais rendu à Miami, il vaut mieux avoir une carte sur soi car on peut se perdre apparemment facilement. Il faudrait également demander à la réception de l'hôtel dans lequel on se trouve comment est le quartier, est-ce qu'il y a des zones à éviter ou pas. Et tout ça, eh bien, Sally ainsi que sa mère ne l'ont pas fait. Sally avait accompagné sa mère pour aller à la pharmacie. Le début de trajet se passe bien, le quartier en fait où se trouvait l'hôtel était très fréquentable, il n'y avait rien à déclarer. Les deux femmes sont passées à côté d'un restaurant, elles ont traversé quelques pâtés de maison. Et c'est donc après avoir effectué cette partie-là de trajet que Sally nous dit que les choses ont commencé à tourner au vinaigre. Sally et sa mère n'étaient plus très loin de la pharmacie, à un pâté de maison à peu près, et là elles ont remarqué qu'un homme les surveillait. Et à peine une minute après avoir dépassé cet homme qui ne bougeait pas, là l'homme a commencé à se mouvoir et à suivre les deux femmes. De par son éducation, effectivement la mère de Sally lui disait toujours de faire attention à son environnement, le fait que l'homme suive sa mère ainsi qu'elle-même, ça l'a marqué. Elle l'a remarqué de suite. Sa mère, elle, n'y a pas fait attention parce qu'elle était malade, donc elle n'avait qu'une pensée en tête, c'était aller à la pharmacie pour se soigner. Donc, Sally a commencé un peu à pousser sa mère pour lui faire presser le pas. Vous l'avez donc compris, les deux femmes ont donc accéléré leur marche. Sally, elle sait pourquoi, la mère pas du tout. Mais chose qui montrait que l'homme qui était derrière les suivait, c'est qu'il a adapté sa cadence à celle des deux femmes. Constamment, Sally regardait derrière elle, jetait un petit coup d'œil pour s'assurer que l'homme n'allait pas la rattraper. Et finalement, elles ont bien réussi à arriver à la pharmacie et à rentrer à l'intérieur. Sauf que là, encore problème, l'homme se rendant compte que Sally et sa mère sont entrées dans le public n'en démord pas, il reste autour de la pharmacie. Et même pire, il rentre dedans. Pour Sally, là, tout va se jouer. Elle décide donc de prendre les clés de maison qu'elle avait pour s'en servir d'arme. Elle se disait que si jamais l'homme tentait quoi que ce soit, elle allait le planter avec ses clés de maison. Elle n'a pas eu à le faire. L'homme, lui, rôdait dans la pharmacie, mais il avait un comportement assez étrange. Donc, la personne à la caisse, le pharmacien, a remarqué que cet homme était quelque peu bizarre. Donc, il lui a demandé s'il avait besoin de quelque chose. Là, la mère de Sally a remarqué la scène, elle aussi a trouvé la chose quelque peu étrange, et Sally lui a expliqué que cet homme, qui était rentré dans la pharmacie, eh bien, les avait suivis quand même pendant un bon moment. Donc, ensemble, elles ont patienté dans la pharmacie, elles ont parlé au pharmacien, lui disant que cet homme les avait suivis, donc le pharmacien leur a conseillé de patienter un petit peu. Sally n'a pas pensé à appeler la police à ce moment-là, bien qu'elle pense qu'elle aurait dû, après coup avec le recul. Donc elles ont patienté. Et au bout d'un certain temps, pensant que l'homme était parti, elles sont sorties. En sortant, elles se sont rendues compte que l'homme était en train d'embêter quelqu'un d'autre. Sally ne sait pas trop dire ce que l'homme faisait, mais en tout cas il avait engagé la conversation avec quelqu'un. Est-ce qu'il mendiait, est-ce qu'il menaçait, est-ce qu'il faisait autre chose, elle n'en a aucune idée. Quoi qu'il en soit, elle a profité que l'homme soit distrait pour partir le plus vite possible avec sa mère. Mais l'homme a remarqué les deux femmes, il a commencé à les suivre, mais fort heureusement il y avait déjà une distance qui s'était créée entre Sally et sa mère et l'homme, donc elles ont pu rapidement le distancer et le semer. Par contre, Sally, elle, a été dans un stress constant jusqu'à ce que sa mère et elle-même arrivent à l'hôtel. Sur tout le trajet, elle a tenu ses clés de maison fermement au cas où qu'elle retombe sur cet homme et que cette fois-ci, il tente quelque chose. C'est là que ce témoignage s'arrête. Une histoire de personne qui nous suit, c'est quelque chose qui met toujours mal à l'aise. Sachant qu'on ne sait pas quelles sont les intentions de la dite personne, ça a de quoi angoisser un petit peu, de plus dans une ville que tu ne connais pas. Voici une histoire qui
ne nous est pas raconté par la personne qui l'a vécu, mais par un proche. Alors nous allons appeler la personne qui raconte l'histoire, et dont on ne parle pas vraiment ici, Todd, et l'histoire qu'il nous partage, c'est celle de son grand-père, Jerry. Au début des années 70, Jerry, donc le grand-père, était dans la marine. Il avait donc beaucoup de déplacements et il se trouve qu'il faisait beaucoup de construction dans le milieu. C'était un peu son poste sur place, il n'était pas directement un soldat, de ce que j'ai compris. Et après son service, ayant donc maintenant de l'expérience dans le milieu de la construction, il a décidé d'ouvrir sa propre entreprise de construction. Et il a décidé de l'ouvrir dans un endroit bien précis, Miami. Donc il a pris sa femme et ensemble ils ont déménagé à Miami. Là-bas tout se passait bien, c'était la belle vie. Miami, sa famille, il avait eu des enfants, il en avait 4, donc de quoi aurait-il pu rêver de mieux? Et bien à un moment donné, ce fameux Jerry a commencé à recevoir quelques plaintes par rapport à son travail. Des clients voulaient être remboursés parce qu'ils estimaient que le travail de Jerry était bâclé. Sauf que il y a un couac. Et ce couac est assez étonnant. Jerry a eu des plaintes de clients alors qu'au moment où il a reçu des plaintes, il n'avait encore eu aucun client. Donc comment on peut se plaindre d'un travail qui n'a pas été réalisé? C'est très bizarre. Jerry s'est donc posé des questions, il a un peu enquêté de son côté, et il s'est rendu compte que toutes les plaintes étaient en lien avec 2 personnes d'origine cubaine qui étaient entrées quelque part, qui avaient fait un travail vraiment à l'arrache, bâclé, et étaient repartis. C'est comme si en fait un amateur était allé quelque part, avait fait un petit travail de construction et s'était barré. Forcément, ça ne réjouit pas les personnes qui voulaient avoir un travail de pro. Deuxième problème, venant de créer son entreprise, le seul employé, c'est Jerry. Il n'y a pas des personnes d'origine cubaine avec lui. Donc, qui sont ces personnes? Il a donc continué son enquête et il s'est rendu compte de quelque chose de très inquiétant, c'est que les 2 personnes qui allaient chez des clients qui n'étaient pas Jerry se faisaient passer pour des employés de sa société. Il a réussi à obtenir leur numéro de téléphone et donc très mécontent parce que ça porte atteinte à l'image de son entreprise, Jerry les a appelés et les a menacés, disant qu'il fallait qu'ils arrêtent de suite ce qu'ils faisaient, sous réserve d'avoir des poursuites judiciaires. On pourrait penser que ça s'arrête là, mais non. Une des filles de Jerry, donc la mère de la personne qui raconte l'histoire sur Reddit, la mère de Todd, avait remarqué, quand elle était plus jeune, qu'il y avait toujours une voiture sur le chemin pour aller à son école. Et cette voiture était toujours la même. Elle était toujours garée au même endroit, mais étant petite, elle était assez insouciante, donc elle n'y pensait pas trop. Pour elle, c'était juste un peu bizarre, mais c'est tout. Néanmoins, elle a remarqué qu'à l'intérieur de ce véhicule, il y avait 2 personnes. Et à la description qu'elle en a faite, eh bien ces 2 personnes étaient les 2 faux salariés d'origine cubaine qui avaient déjà porté préjudice à Jerry, le grand-père. C'est quelque chose qui a un petit peu inquiété la famille, ça avait été un petit malaise, mais Jerry ne se disait pas que c'était forcément quelque chose de grave. Il pensait qu'éventuellement les 2 personnes étaient un peu en colère, donc il voulait peut-être faire un face-à-face avec Jerry, mais il ne pense pas qu'il y avait vraiment quelque chose de très grave derrière tout ça. Sauf qu'il ne pensait sûrement pas se tromper autant. Le pire qui s'est produit, c'est que Jerry, qui était tranquillement à son travail, a reçu un appel. D'abord, son interlocuteur se fait passer pour lui. Il lui dit « Je suis Jerry, le patron de telle entreprise », il lui dit le nom de son entreprise, donc Jerry, lui, évidemment, il est saoulé, c'est comme si moi, quelqu'un m'appelait et me disait « Je suis Aken, youtubeur qui raconte des histoires d'horreur, etc. » Évidemment, c'est quelque chose qui agace. Donc Jerry, le vrai Jerry, essaye de remettre les pendules à l'heure. Il réprimande l'interlocuteur et à un moment donné, l'interlocuteur arrête de jouer. Sur un ton très calme, il lui dit « Jerry, vous allez nous laisser et nous allons continuer à utiliser le nom de votre entreprise. Si vous n'avez pas compris qui on est, je vais vous le dire. On est la mafia cubaine et on se sert de votre boîte pour gagner de l'argent et vous allez laisser faire les choses telles qu'elles ont été faites. » Au début, Jerry, il pense que c'est juste une vaste blague. Donc, il insulte son interlocuteur au téléphone. Vraiment, il y va pas de main morte sur les mots qu'il utilise. Et l'homme en face est resté très calme. Il lui a dit, avec un petit rire au début, « Jerry, on sait qui tu es. On sait que tu as une femme qui travaille à tel endroit et qui s'y rend à telle heure. Et on sait aussi que tu as des enfants, dont une petite fille, qui va à telle école, qui passe par telle rue, à telle heure. » Évidemment, là, ça ne touche plus Jerry personnellement, ça touche sa famille, donc ça, c'est quelque chose qui le terrifie. Il comprend que les personnes qu'il a au téléphone ne plaisantent pas, donc à partir du moment où il apprend que sa famille est surveillée depuis quelques semaines, Jerry prend une décision radicale. Après avoir raccroché
le téléphone, il rentre chez lui et il dit à toute sa famille de remballer leurs affaires, il quitte la ville. 3 jours après, ils étaient ailleurs et plus jamais ils n'ont entendu parler de cette fameuse mafia cubaine. C'est là que ce témoignage s'arrête. C'est une histoire déjà avec les menaces de la mafia assez terrifiante parce que là c'est même pas juste un homme qui est menacé mais toute sa famille. Quelles auraient pu être les représailles qui auraient été réalisées si jamais Jerry s'était dit qu'il s'en foutait, qu'il n'y croyait pas à toute cette histoire? Ça on ne le sait pas et d'un côté fort heureusement. C'est aussi une histoire très mystérieuse car on ne sait pas vraiment pourquoi une mafia du coup se faisait passer pour l'entreprise d'un homme avec un employé. Est-ce que c'était pour se faire de l'argent et financer d'autres activités, blanchir de l'argent? Ça, on n'en a absolument aucune idée. Après, certainement que c'est plus simple pour une mafia de se faire passer pour une petite entreprise qui vient d'être créée, qui n'a pas de salariés, donc pas de réputation, plutôt que de se faire passer pour une multinationale. Je pense que ça peut se tenir. Mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est le type d'histoire que je n'ai encore jamais raconté sur la chaîne. Et je trouve que cette mécanique-là est assez terrifiante. Voir que la personne qui est à l'autre bout du fil est très calme en disant « je sais qui tu es, je sais qui est ta femme, ce qu'elle fait, etc., tes enfants », je trouve que c'est un moyen de pression qui est énorme. Maintenant, nous allons voir ensemble pour cette dernière histoire le témoignage de Barbara. Barbara nous raconte quelque chose qui s'est passé il n'y a pas moins de 13 ans. Elle nous dit qu'elle venait de finir l'université, mais qu'elle était très stressée et déprimée. Elle-même avoue que c'est pour une raison en soi qui peut sembler toute bête, c'est qu'elle a toujours été très douée à l'école, et vers la fin de son parcours universitaire, ses notes ont un petit peu chuté, rien de dramatique, mais c'est quelque chose qui l'a mise très mal à l'aise, et donc elle ne se sentait pas très bien. Sachant que ses notes avaient chuté, elle avait l'impression en fait d'être une moins que rien, ce qui n'était évidemment absolument pas le cas. Elle se disait que elle aurait du mal à trouver un emploi après tout ça. Quoi qu'il en soit, elle avait le cerveau quelque peu embrumé. Et sa sœur a remarqué que Barbara n'allait pas bien. Donc elle a voulu lui faire un petit plaisir, l'emmener voyager un petit peu. Et où est-ce qu'elle est allée pour voyager? Je vous donne en mille, dans la ville de Miami. C'était quelque chose qui faisait extrêmement plaisir à Barbara. Effectivement, elle avait déjà voyagé, mais jamais dans des villes aussi grandes. Elle n'est jamais allée à Los Angeles, jamais allée à New York, elle est toujours allée plutôt dans la campagne, et elle a grandi d'ailleurs dans une ville très peu peuplée, très peu animée. Ses études, elle les a fait également dans une ville très peu animée, donc c'était une grande première pour elle de visiter une ville comme Miami, et d'ailleurs, elle avait toujours rêvé d'y aller. Sa sœur voulant lui faire plaisir, faire en sorte qu'elle déstresse totalement, eh bien elle a vu ce voyage comme une excellente idée, eh bien de rendre sa sœur dans un meilleur mood. Les vacances étaient organisées de manière plutôt simple, à peu près une semaine sur place, qui ont 2 objectifs. Le premier, c'était de déstresser Barbara, de lui faire changer d'air, et le deuxième objectif, c'était de fêter son diplôme. Effectivement, ça se fait. Le temps a passé, et est ensuite venu le temps de partir pour la fameuse ville de Miami. Les premières nuits se sont extrêmement bien passées. C'était un rêve éveillé pour notre amie Barbara. Elles ont visité tous les endroits que Barbara rêvait de visiter, elles sont allées dans les restaurants dont Barbara avait entendu parler et qu'elle voulait goûter. Elle a passé de nombreuses heures avec sa sœur à côté de l'océan à parler. Et petit point sur lequel Barbara appuie, c'est qu'elle n'a jamais été une grande fêtarde. Comprenez par là que elle n'a jamais réellement été ivre, ou en tout cas seulement à de très rares occasions, peut-être 2 fois. Et ça c'est quelque chose qui ennuyait un petit peu la sœur de Barbara. Elle était plutôt quelqu'un qui aimait la vie de nuit, faire la fête, alors que Barbara était très casanière. Et cette sœur en avait marre à chaque fois de rentrer tôt à l'hôtel pour aller se coucher, et faire que des visites. Elle voulait aussi profiter de la vie nocturne de Miami. Donc la sœur de Barbara a réussi à la convaincre pour la première fois d'aller en boîte de nuit avec elle. Barbara au début était quelque peu réticente, elle n'avait pas très envie, mais finalement elle s'est dit pourquoi pas, essayons de nouvelles choses. On est à Miami, on fait un voyage entre sœurs, pourquoi ne pas se laisser aller? On est donc un samedi soir en centre-ville, on est l'été, tout semble propice à la fête. Barbara et sa sœur arrivent à la boîte de nuit et il y avait énormément de monde. Barbara et sa sœur ont fait la queue pour entrer pendant ce qui leur a semblé être une éternité et finalement elles ont réussi à rentrer dans la boîte de nuit. Dès qu'elle est rentrée dans les lieux, Barbara a eu l'impression de tomber au sol directement à cause de la musique qui était très forte. Elle n'était pas du tout habituée à ce genre d'environnement. Sa sœur l'a traînée jusqu'au bar, elles ont bu quelques verres. Le temps a passé de la boîte de nuit, moins d'1 heure, à peu près 45 minutes. Barbara avait beaucoup dansé, elle avait aussi beaucoup bu et elle l'admet, elle était ivre.
tellement ivre que limite elle a un blackout. Elle se souvient de certaines choses, elle a des bribes de souvenirs, elle se souvient qu'elle a dansé, qu'elle était très ivre, mais qu'elle était consciente qu'elle avait trop bu. Elle se souvient être allongée sur un canapé, dans la boîte de nuit toujours, à l'étage, et qu'elle regardait sa sœur danser sur la piste de danse avec quelqu'un. Elle a essayé de se relever un petit peu, pour essayer de retrouver son état normal, et elle a vu quelqu'un s'approcher d'elle. Une ombre très massive. Pour elle, c'est sûr, c'était un homme. L'homme avait un pantalon de cuir, et elle a senti le cuir de ce pantalon être pressé contre sa jambe, comme si l'homme en fait s'était assis à côté d'elle et prenait toute la place à tel point qu'il l'écartait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'homme était vraiment énorme, très massif. Apparemment, il était très plaisant à regarder de ce que dit Barbara, mais elle n'était pas dans un état où elle voulait flirter ou draguer ou quoi que ce soit. Elle voulait juste se rendre aux toilettes pour se rafraîchir. Elle se lève donc de là où elle était assise, et elle entend l'homme lui crier dessus, pas méchamment, mais vous savez, avec la musique, c'était pour se faire entendre. Et il dit, en souriant, « Tu pars déjà ?» Barbara rit un peu nerveusement et elle continue de se lever, sauf que l'homme attrape sa robe et il la force à se rasseoir à côté de lui. Après cela, il place son visage très près de celui de Barbara et il lui dit « Je ne crois pas que je t'ai autorisé à partir » et il l'insulte, clairement, de prostituée. Barbara s'est débattue, elle avait une certaine confiance à ce moment-là parce qu'il y avait énormément de personnes autour d'elle. Et elle a finalement réussi à détacher l'emprise de cet homme. Elle s'est levée rapidement. Elle est partie, elle était un peu gênée et elle a entendu l'homme lui dire quelque chose qui lui reste encore aujourd'hui dans la tête. L'homme lui a dit, en rigolant, « Je vais réfléchir si je vais garder tes pieds après avoir coupé le reste de ton corps sexy en petits morceaux. » Vous vous en doutez bien, c'est quelque chose qui a paniqué Barbara. Elle a essayé de retrouver sa sœur, elle s'est mise hors de vue de l'homme qui l'avait terrifiée. Elle ne voyait pas sa sœur, donc elle a décidé d'aller dans la salle de bain pour essayer de l'appeler ou de voir si elle n'avait pas un appel manqué de sa sœur. Et alors qu'elle est sur son téléphone dans les toilettes de la boîte de nuit, elle entend que quelqu'un entre également. Rapidement, à peine après que la porte se soit ouverte, Barbara est allée dans une cabine individuelle pour être vraiment tranquille. Elle avait cette impression que la personne qui entrait avec elle dans les toilettes, eh bien c'était peut-être l'homme qui l'avait terrifiée, et elle avait totalement raison. Elle a regardé en dessous, entre la porte et le sol, il y avait un petit écart, et elle a reconnu le fameux pantalon de cuir que l'homme portait. Pour Barbara, cette nuit sera sa dernière. Elle sait que si l'homme arrive à savoir qu'elle est là, et pour elle c'est sûr, il sait qu'elle est rentrée dans les toilettes, elle est foutue. Mais elle ne sait pas par quel miracle, peut-être parce que l'homme s'est dit qu'elle n'était pas là, parce qu'elle a retenu son souffle, etc. Donc on avait vraiment l'impression qu'il n'y avait personne ici. L'homme est reparti. Après avoir entendu la porte des toilettes s'ouvrir de nouveau, Barbara est sortie en trombe et elle est allée à l'extérieur de la boîte de nuit. Elle a quitté les lieux. Et une sorte de petit miracle s'est produit. C'est que la sœur de Barbara se trouvait à côté de la sortie quand elle est partie. Donc elle a vu sa sœur partir à toute allure. Donc naturellement, elle est sortie pour voir ce qui n'allait pas. Et Barbara lui a dit, quand elles se sont retrouvées, il fallait qu'elle parte immédiatement. La sœur n'a pas cherché à comprendre, elles sont rentrées ensemble à l'hôtel et une fois bien en sécurité, là, Barbara a raconté tout ce qui s'était passé à sa sœur. Évidemment, sa sœur l'a réconfortée et le séjour à Miami s'est arrêté là. Elles ont avancé leur vol retour et elles sont rentrées à la maison. Barbara, juste avant de partir, a pensé à appeler la police, mais finalement, elle a décidé de laisser tomber. Pourquoi? On ne sait pas trop, elle ne le dit pas. Pendant quelques années après ces événements, elle a essayé de voir sur internet s'il n'y avait pas des rapports qui indiquaient l'arrestation d'un homme qui correspondait à celui qu'elle a rencontré, mais non. Finalement, elle a décidé de laisser tomber. Elle a réussi à aller au-delà de ce qui s'est passé et à retrouver une vie normale et à ne plus paniquer à cause de ce qu'il s'était passé cette fameuse nuit. Quoi qu'il en soit, c'est une nuit qui l'a traumatisée. Elle ne sait pas vraiment si l'homme était sérieux dans ce qu'il disait ou s'il essayait juste de lui faire peur. Et on peut comprendre que Barbara n'ait pas cherché à vérifier si ce qu'il disait était vrai ou pas. C'est là que son témoignage s'arrête. Témoignage assez fou. En plus, pour être déjà allé en boîte de nuit, quelqu'un qui a ce genre de comportement, ça peut vite passer inaperçu parce qu'il y a beaucoup de monde, la musique est forte, donc quelqu'un pourrait, je pense, avoir ce genre de comportement sans qu'on ne s'en rende compte. J'espère me tromper, mais je me dis que c'est possible. La première histoire que je vais vous présenter est l'histoire de Stacy.
Stacy nous raconte que son histoire s'est passée alors qu'elle était en balade avec sa colocataire. Pour nous donner un petit peu de contexte, elle nous dit qu'elle va dans une université qui se situe dans la Nouvelle-Angleterre. Cette université se situe dans une petite ville qui, elle, se trouve à 3 heures d'une grande ville, de toute grande ville à proximité. Et la forêt qui se situe juste à côté de là où elle vit, c'est une forêt qui a à son actif pas mal de légendes urbaines et les gens du coin ont quelques superstitions à son propos. Au moment des faits, Stacy venait de rompre avec son petit ami, donc moralement elle n'allait pas très bien et les examens finaux de son année scolaire arrivaient à grands pas. Elle avait beaucoup travaillé et elle avait un grand besoin de décompresser et c'est ce qu'a remarqué sa colocataire. Donc, voulant aider à lui changer les idées, la colocataire a proposé à Stacy d'aller faire une petite balade en forêt. Ça peut être effectivement une bonne idée. Changer un peu d'environnement pour se remettre un peu les idées en place. Elles ont donc pris quelques bières, quelques boissons pour pouvoir se poser sur place, passer un bon moment et profiter du grand air. Stacy et son ami ont donc pris la voiture pour se rendre dans la fameuse forêt. Elles ont suivi la route principale pour s'y rendre et alors qu'elles étaient sur la route, Stacy a remarqué quelque chose. La route était un peu en hauteur et elle a vu qu'il y avait une sorte de village fantôme, en tout cas un village abandonné où personne ne vivait. C'est quelque chose qui ne l'a pas surpris plus que ça. Ce qui a vraiment attiré son attention, c'est qu'elle a remarqué que sur certaines branches des arbres de la forêt dans laquelle elle venait d'entrer, eh bien il y avait des poupées qui étaient accrochées comme si elles étaient pendues. Les deux amies, bien qu'un peu mal à l'aise par la vision qu'elles avaient, décident d'aller un peu plus loin dans la forêt, de quitter la route principale pour s'enfoncer un peu plus et arriver au niveau d'une petite clairière, là où elles pouvaient garer tranquillement leur véhicule et se poser. C'est ce qu'elles font, elles se garent, elles ouvrent le coffre, elles s'installent à l'arrière du véhicule et commencent tranquillement à passer du bon temps, à boire un petit peu les différentes boissons qu'elles avaient apportées et jouer de la musique. Alors qu'elles étaient en train de passer un très bon moment, de prendre l'air, de profiter, Stacy a remarqué qu'il y a 2 voitures noires qui se sont garées dans la même clairière que là où elle avait laissé son véhicule. D'abord, pas d'alerte. La forêt n'appartient pas à Stacy et sa colocataire, donc pourquoi s'inquiéter? C'est peut-être un groupe d'amis qui a décidé de venir au même endroit que les 2 jeunes filles pour passer du bon temps. Donc, les 2 jeunes femmes décident de ne pas s'inquiéter, sauf que Stacy était face à ces 2 véhicules, donc automatiquement son regard était posé sur cette activité qu'elle avait devant elle. Elle a remarqué qu'il y avait un homme qui est sorti de chaque voiture et ces 2 hommes ont commencé à parler entre eux. Stacy n'arrivait pas à savoir de quoi ils parlaient, mais après avoir discuté, ces 2 hommes sont donc allés derrière leur véhicule et ils ont sorti un sac noir. Ça ressemblait à une sorte de sac poubelle et ce qui a mis très mal à l'aise Stacy, c'est qu'elle a remarqué que les 2 hommes avaient sur eux des armes et non pas des armes pour pratiquer la chasse, c'était des armes de poing. C'est quelque chose d'assez inquiétant. Mais l'étrangeté de la situation ne va pas s'arrêter là. Les 2 hommes vont mettre le feu au fameux sac poubelle noir. Une énorme fumée noire se dégage de ce petit incendie. Là, étant inquiètes, les 2 amies décident de se cacher comme elles peuvent au niveau du coffre de leur propre véhicule. Elles veulent faire croire qu'il y a un véhicule mais qu'il n'y a personne autour et elles continuent d'observer la scène qu'elles ont devant les yeux. Les 2 hommes n'ont pas remarqué qu'il y avait un autre véhicule, ils n'y ont pas prêté attention, et Stacy remarque que ces 2 hommes sortent un nouveau sac, en tout cas elle pense que c'est un autre sac, sauf que cette fois-ci, les hommes tirent dessus. Ils tirent plusieurs balles avant d'y mettre aussi le feu. Stacy ne sait pas combien de temps la scène a duré, mais là, elle est très inquiète. Elle pense que les hommes vont remarquer leur véhicule, qui vont s'en approcher, et Stacy se dit que elle et son amie sont en grand danger. Son amie se dit exactement la même chose, donc les 2 jeunes femmes se disent qu'elles s'aiment, qu'elles s'apprécient, elles pensent en fait vivre là leur dernier moment, mais ces fameux derniers instants durent quand même un long moment. Donc Stacy décide de regarder ce qu'il se passe, et là elle voit que les 2 hommes regardent dans leur direction. Ils sont en train de pointer du doigt la zone où se trouve Stacy et son amie, pas directement le véhicule, mais en fait ils font des signes comme s'ils essayaient en fait de retracer leur parcours. Pour vous donner un exemple, c'est comme s'ils disaient peut-être qu'ils sont passés par là, etc. Ils faisaient des chemins avec leurs doigts. Je sais pas si c'est très clair, mais j'espère que vous avez compris. Les hommes ont commencé ensuite à aller dans les bois et Stacy en est quasiment sûre, ces hommes partaient à leur recherche. Pour Stacy, c'est le bon moment pour partir. Elle dit à son amie de grimper rapidement au niveau du siège du conducteur. Elle ferme le coffre et au son du démarrage de leur véhicule, elle entend un autre son venant de la forêt, des bruits pas très précipités. Elle regarde et elle voit que les 2 hommes qui étaient partis dans la forêt reviennent en courant
Et là, il n'y a pas de doute, les deux hommes essayent de les intercepter. Les deux hommes ont fait quelques pas pour essayer de rattraper d'abord à pied le véhicule de Cécile et sa colocataire. Ensuite, ils sont sautés dans leur propre véhicule. Et là, une petite course-poursuite, eh bien, s'en est suivie. Ayant pris de l'avance, les jeunes femmes n'ont pas eu vraiment de mal à semer leurs poursuivants. Ils se sont arrêtés dans une ville qui était avoisinante. Elles ne sont pas rentrées directement à la maison. Elles ont erré quelques temps. Et une fois qu'elles étaient sûres que ça y est, elles étaient en sécurité et qu'elles n'étaient plus suivies, elles se sont arrêtées et se sont posées dans un bar pour débriefer un petit peu de la situation. Elles se sont moquées de ce qui leur était arrivé, voulant un petit peu dédramatiser la chose. Mais finalement, les deux femmes ont craqué, se rendant compte que, effectivement, elles venaient d'échapper potentiellement à leur mort. C'est en rentrant au niveau de leur campus universitaire que les deux femmes en ont parlé à un service de sécurité qui a derrière contacté la police. La police s'est rendue sur place, mais ils n'ont trouvé aucune trace, que ce soit des hommes ou de ce qu'ils ont brûlé. C'est là que cette première histoire s'arrête. C'est une histoire très louche. Je pense que, comme Stacy d'ailleurs le pense, eh bien ces deux hommes, ceux qui ont brûlé quelque chose, cherchaient à dissimuler un truc, mais quoi? Ça, c'est impossible de le dire. Évidemment, on peut penser directement au plus macabre, au plus morbide, en se disant qu'ils ont cherché à dissimuler des corps, mais est-ce que c'est la vérité, ça? On ne sait pas. Il n'y a eu aucune suite sur cette affaire. Si ça avait été des corps, est-ce que la police aurait retrouvé des éléments? Je ne sais pas. Sachant que les deux hommes se sont peut-être dit qu'ils avaient été cramés et ont donc décidé de changer les preuves de place et changer de forêt peut-être. Je ne sais pas. C'est un vrai mystère. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire, eh bien, quelle est votre théorie à ce sujet. Dans cette deuxième histoire, nous allons maintenant suivre le témoignage de Layla. Layla nous raconte quelque chose qui s'est passé à la période de Noël. Layla nous dit, pour nous donner un peu de contexte sur sa situation, qu'elle vit dans un village vraiment paumé et très petit. Ce village est composé d'à peine 10 ou 15 maisons. Il se situe à 5 minutes de l'autoroute, à 10 minutes d'une ville plus grande, et elle nous dit que si on veut aller dans une forêt, on a juste à traverser une route et à marcher 10 minutes. Comme ça, on voit un petit peu comment c'est fait, effectivement, et bien ce village semble être entouré par une forêt. Au premier jour de Noël, Layla ainsi que son compagnon décident d'aller faire une petite balade digestive pour un petit peu se dégourdir les jambes et faire passer toute la nourriture qui avait été mangée pour le premier repas de Noël. Il était à peu près 17 h, il faisait déjà nuit à l'extérieur, en même temps on est en hiver donc s'étonnant pas vraiment, il fait nuit assez tôt, et pour pouvoir s'éclairer, Layla avait pris avec elle une lampe de poche qui était assez puissante. Elle avait pris également son appareil photo car elle était amoureuse de la photographie et plus particulièrement de la photographie de la nature. Elle adorait voir les animaux qu'il pouvait y avoir, la nature dans son élément. Le couple part donc en balade, ils suivent une petite piste cyclable. La balade se passe bien et à un moment donné, le couple décide d'aller dans la forêt. De plus suivre le fameux chemin en gravier, la piste cyclable, mais d'aller un peu plus profondément entre les arbres. Elle nous dit que la forêt était assez dense, que les arbres étaient très hauts, donc c'était assez impressionnant. Quand on se retrouvait en ces lieux, on avait vraiment l'impression d'être tout seul, et quelque chose a attiré l'attention de notre amie Layla. Elle nous dit qu'elle a vu quelque chose se refléter avec la lumière de sa lampe de poche. Elle a vite reconnu ce que c'était une voiture qui était garée au niveau de la piste cyclable. C'est quelque chose qui a assez interpellé Layla parce que les voitures normalement ne sont pas autorisées à rouler sur la fameuse piste cyclable. C'était vraiment une route réservée soit aux piétons soit aux vélos. Donc c'était quelqu'un qui ne respectait pas forcément le code de la route qui se trouvait à ce niveau-là. En plus le chemin était assez étroit, donc quelqu'un qui pose son véhicule ici, c'est bizarre, ça se remarque. Et ça amène évidemment à se poser quelques questions. Donc suite à cette découverte, Layla ainsi que son compagnon se mettent sur leur garde. Ils s'attendent potentiellement à tomber sur quelqu'un. Ensemble, ils se sont approchés du véhicule. À l'intérieur, il n'y avait rien, personne. Et détail surprenant, c'est que les fenêtres semblaient gelées. Comme si la voiture en fait se trouvait à cet endroit-là depuis un certain moment. À ce moment-là, c'est quelque chose d'intriguant, mais il n'y a rien qui semble être dangereux. Donc le couple décide de continuer sa route. À un moment donné, eh bien, Layla tombe sur un arbre avec une silhouette assez intrigante. Donc, étant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, amatrice de photographie, elle donne la lampe à son compagnon pour qu'il éclaire le fameux arbre, et elle, comme ça, elle peut le prendre en photo. Et alors qu'elle est en train de faire ces différentes photos, son compagnon lui dit que quelqu'un se trouve derrière eux, au milieu de la route. Layla se retourne, et effectivement, il y a bien quelqu'un qu'on n'arrive pas bien à voir car il fait nuit, la seule chose qu'on peut discerner c'est une silhouette. Layla commence à s'inquiéter car elle en est sûre, depuis qu'elle et son compagnon ont commencé à se balader et même depuis qu'ils sont dans la forêt,
ils n'ont pas été suivis. Elle se pose quelques questions, elle se dit que peut-être cet individu, cette silhouette n'est pas une personne, mais peut-être un animal. Et ça, c'est quelque chose qui la rend d'autant plus inquiète parce que si c'est par exemple un sanglier, animal qu'il y a souvent dans cette forêt, eh bien ils peuvent être assez agressifs car à ce moment-là, on est dans la saison des amours. Sauf que, à force de jeter des petits coups d'œil discrets derrière elle, elle se rend compte qu'elle n'a pas affaire à un animal, mais bien à un homme. Cet homme est assez loin, comme s'il cherchait à être discret. Hors de portée de la lampe du couple, il ne disait rien et il restait quasiment immobile, toujours à une certaine distance. Layla essaye évidemment de rationaliser la situation, elle se dit que c'est peut-être le propriétaire du véhicule qui est surpris, qui surveille juste ce qu'il se passe car ça peut être intriguant de voir quelqu'un prendre des photos autour de sa voiture. Elle essaye vraiment de créer une situation où il n'y a pas de danger. Elle essaye de trouver à chaque fois une explication normale. Bon, c'en a un peu trop quand même pour le couple, ils décident d'arrêter de prendre des photos et de poursuivre leur route. Et quelques détails vont mettre mal à l'aise Layla, et ces détails, c'est des détails qu'elle a cherchés sur internet. Fort heureusement, elle avait une connexion dans la forêt, et elle se souvenait de certains éléments présents sur la plaque d'immatriculation du véhicule qu'elle avait vu. Et bien elle s'est rendue compte que le véhicule venait d'une ville qui se trouvait à 6 heures de route de là où se trouvait la forêt. De plus, au moment des faits, la ville où se baladent Layla et son compagnon est soumise à un confinement assez strict, donc impossible pour quelqu'un venant d'aussi loin de venir. Alors que le couple continue son trajet et que Layla a fait ses fameuses découvertes, les deux amoureux entendent le bruit du véhicule, ce qui pourrait indiquer que le véhicule ainsi que son conducteur s'en vont, mais le véhicule fait un mouvement très particulier. En fait, il fait mine de partir et il se regarde au même endroit. Au même endroit, mais un peu plus dans la forêt. Comme si la personne s'était dit « mince, j'ai mal caché ma voiture, je la recache un peu mieux ». Évidemment, le couple décide de ne pas aller voir ce qui se passe cette fois-ci. Ils font bien. Ils rentrent plutôt à la maison, sachant que leur lampe de poche commence à avoir la batterie qui se vide, leur téléphone également, donc ils se disent jouons la carte de la sécurité, rentrons, ne nous mettons pas en danger. Par contre, une fois arrivée à la maison, là, Layla décide d'appeler la police. Elle raconte tout. Elle dit ce qu'elle a vu sur la plaque d'immatriculation. Après, le seul regret qu'elle a par rapport à ça, c'est de ne pas avoir retenu plus d'éléments sur la plaque d'immatriculation, c'est-à-dire la plaque d'immatriculation entière. Et ce qu'elle pense en fait, après coup, avec un peu de recul, c'est que en fait, l'homme, la personne qui se trouvait derrière le couple, essayait de se faufiler jusqu'à eux pendant que Layla était en train de prendre des photos de l'arbre qui l'avait intrigué. La police a dit qu'ils allaient se renseigner. Et depuis, Layla n'a plus eu de nouvelles concernant cette histoire. Elle a des théories, elle pense que l'homme essayait soit de se faufiler jusqu'au couple, elle se dit qu'heureusement que son compagnon était là car qui sait ce qui aurait pu lui arriver, une femme seule dans la forêt, le pire aurait pu se produire. Et en parlant de cette histoire un peu autour d'elle, d'autres théories ont été mises sur la table. Certains de ses amis pensent que cet homme faisait du repérage pour un cambriolage, qu'en fait il observait les maisons qui se trouvaient vraiment à la bordure de la forêt, voir s'il y avait de l'activité pendant les fêtes pour les cambrioler si jamais il n'y avait personne. Donc il y a beaucoup de théories qui sont mises sur la table, aucune des théories n'est vraiment très rassurante, il n'y a pas de théorie comme quoi c'est juste quelqu'un qui se balade. Donc là encore une fois on a affaire à quelque chose d'assez mystérieux. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez. Personnellement je trouve que la théorie du cambriolage est la théorie la plus plausible je trouve. Sachant que l'homme cherchait quand même à pas se faire remarquer, je me dis que ça se tient énormément. Dans cette dernière histoire nous allons suivre le témoignage de Marie. Cette histoire est assez spécifique car c'est une histoire qui se passe en France. Marie nous dit qu'elle avait 19 ans au moment des faits et que cette histoire se passe juste après le confinement. Voulant aller prendre des nouvelles un peu de ses grands-parents, elle a décidé d'aller passer un petit moment chez eux. Elle a fait tous ses tests, tout allait bien donc elle s'est rendue là-bas en toute sécurité. Elle nous dit que ses grands-parents vivent dans le nord de la France et qu'ils ont un chien très gros. Un chien que Marie a tout le temps connu car quand elle était petite ce chien était un chiot et elle a en quelque sorte en fait grandi avec ce chien. Donc naturellement, un lien entre ce chien et Marie s'est créé. Elle passait beaucoup de temps avec quand elle allait chez ses grands-parents. Et Marie nous dit qu'elle adorait faire de longues promenades en compagnie de ce chien. Et chose qui ne va pas vous surprendre dans cette vidéo, là où elle aimait se promener, c'était dans une forêt. Il y avait un chemin dans une forêt qu'elle avait l'habitude de suivre en compagnie du chien. Donc sachant qu'elle en avait l'habitude, c'était pas un endroit qui l'effrayait. Chose qui a changé par la suite après l'histoire. La première fois de son séjour où elle se rend dans la forêt, rien ne se passe. Tout se passe bien, une longue marche, le chien a adoré, il s'est bien dégourdi les pattes, Marie aussi a passé un bon moment. Il faut savoir que dans cette forêt, à un moment donné, il y a une colline. Et le deuxième jour, Marie a décidé de varier un petit peu son itinéraire et d'aller en haut de la colline. Et cette colline donne sur un champ. Et bien le deuxième jour, donc à la deuxième promenade, cette fois-ci,
Marie a constaté des choses différentes de la première. Elle a remarqué, quand elle arrive au haut de la colline, que dans le champ qui se trouvait un peu en dessous, il y avait des jeunes d'à peu près 15 ans qui marchaient tranquillement au travers de ces derniers et qui fumaient, probablement des substances. Ils fumaient ici pour être cachés, sachant qu'ils étaient très jeunes. Marie a supposé qu'ils cherchaient juste à se cacher de leurs parents. Marie est passée à côté d'eux, à un moment donné ils se sont croisés, Marie les a salués, et c'est tout. Rien de spécial. Une rencontre plutôt classique. Plusieurs fois au cours de la semaine, elle recroise ces jeunes individus, elle les salue, et il ne se passe rien de spécial. C'est la deuxième semaine du séjour de Marie chez ses grands-parents que là, les choses ont basculé. Elle s'est rendue, comme à son habitude le soir, au niveau du champ, après la forêt, en compagnie du chien, sauf que cette fois-ci, il n'y avait pas les 3 jeunes individus, il n'y en avait qu'un, et cette fois-ci, il ne fumait pas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un signe de la main, comme s'il souhaitait attirer l'attention de Marie pour lui dire de venir. Marie est allée à la rencontre de ce jeune garçon, et le jeune homme lui a demandé si elle avait un briquet. Marie en avait un, donc elle a dit oui bien sûr, et le jeune garçon s'est donc approché d'elle, les mains dans les poches de son sweat à capuche. Et dès que le garçon s'est rapproché, Marie a eu une sorte de frisson, comme si son instinct lui disait « Attention ». Marie décide de ne pas écouter ce frisson, ce petit malaise qu'elle a, elle passe son briquet au jeune garçon, et le chien, lui, regarde le jeune garçon en le fixant, comme si lui aussi sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, tout se passe très vite. Marie voit que le jeune garçon sort quelque chose de son sweat à capuche, et elle, immédiatement, elle se jette au sol. Ce qu'elle avait vu, c'est que le jeune garçon avait sorti un couteau, et il avait fait un mouvement rapide, comme s'il avait essayé de la planter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce qui a permis à Marie de sortir de cette situation, sachant qu'elle était à la merci de ce jeune garçon, car elle était tombée au sol, le jeune garçon aurait pu se jeter sur elle et la poignarder, et bien ce qui l'a sauvé, c'est son chien. Son chien, voyant qu'il y avait un danger, a sauté sur le jeune garçon, et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'histoire, c'était un gros chien. Donc le jeune garçon, qui était un peu chétif, eh bien il est tombé sous le poids du chien. Rapidement, Marie s'est relevée, et en se relevant, elle a entendu du bruit qui ne venait pas de là où elle était. Ça venait d'un peu plus loin derrière. Elle s'est retournée et elle a vu 2 individus portant des masques d'animaux. Elle les reconnaît instantanément. Ces individus, c'étaient les 2 jeunes adolescents qui avaient l'habitude de traîner dans le coin. Ils se sont mis à courir vers elle, et là pour elle, la solution est toute trouvée, prendre la fuite avec son chien. Donc elle commence à courir, accompagner son chien pour sortir de cette situation qui pourrait la mettre encore plus en danger. Elle commence à courir, elle jette de temps en temps quelques coups d'œil derrière elle, son chien l'a bien suivi, et le garçon qui était tombé sous le poids de son chien s'est relevé et a crié « Attrapez-la, ne la laissez pas partir ». La seule chose à laquelle Marie pense à ce moment-là, c'est partir. Elle court de toutes ses forces, elle a une énorme montée d'adrénaline et elle se pose la question de pendant combien de temps ces jeunes vont la suivre. Et elle sait que si elle s'arrête ou si elle tombe, elle est foutue. Donc elle décide de courir en faisant attention à ne pas tomber et elle part le plus loin possible. Marie a réussi à distancer les 3 individus et elle a réussi à retourner chez ses grands-parents en toute sécurité, fort heureusement. Elle s'est enfermée dans la maison et une fois dans la sécurité de la bâtisse, elle a fait un énorme câlin à son chien pour le remercier de lui avoir clairement sauvé la vie. Après le câlin, Marie a regardé son chien et elle a compris que le chien avait capté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que le chien en fait avait compris tout ce qui s'était passé, qu'il y avait eu un énorme danger. Évidemment, elle a tout raconté à ses grands-parents l'ont cru, la police a été contactée, ils ont ratissé la forêt. Mais ils n'ont pas été capables de retrouver les 3 jeunes garçons. Elle ne sait pas vraiment qui ils étaient, elle ne les avait jamais vus avant, c'était la première fois pendant son séjour qu'elle voyait ces jeunes garçons. Avant, quand elle venait chez ses grands-parents, elle ne les avait jamais vus, et elle pense, mais elle n'en est pas sûre, que ces jeunes garçons, eh bien, faisaient partie d'un groupe sataniste. Ce qui l'amène à penser ça, c'est les masques d'animaux. Peut-être que c'était sinon juste des masques pour cacher leur identité. Après ces événements, Marie a continué de faire de longues promenades en compagnie de son chien. Par contre, elle ne va plus dans l'endroit où elle allait quand elle a rencontré les individus qui ont voulu lui faire du mal. Elle va dans des endroits où il y a beaucoup plus de monde pour se sentir quand même en sécurité. Elle sait que son chien l'a sauvée, mais elle n'est pas prête à mettre en péril la vie de son chien car
dans la situation qui s'est passée, eh bien son chien aurait pu se prendre un coup de couteau, et ça, c'est quelque chose évidemment que Marie souhaite à tout prix éviter. C'est là que son témoignage s'arrête. C'est un témoignage absolument fou. Heureusement que le chien était là, et encore plus heureusement qu'il n'ait rien eu derrière. Qui étaient ces individus? Eh bien personnellement, j'avoue que j'en ai aucune idée. J'ai tendance à me dire que c'était pas forcément des jeunes qui faisaient partie d'un groupe sataniste, mais plutôt des jeunes qui avaient remarqué Marie et qui voulaient lui faire du mal, car ces jeunes étaient tout simplement perturbés. Ils l'avaient remarqué, ils avaient remarqué qu'elle se baladait seule, donc le groupe s'est dit que ça ferait peut-être une victime idéale.